Bonjour, dans cette vidéo je corrige la partie E du DS6. On s'intéresse à un thermomètre qui mesure une température à partir d'une variation de pression. Le principe de... donc là c'est le sujet. Le principe de ce genre de thermomètre est assez ancien, en fait c'est aussi ancien que le modèle du gaz parfait. Il se trouve que c'est très astucieux d'utiliser un gaz pour mesurer une température. En effet, avant l'apparition des premiers thermomètres, c'était compliqué de mesurer une température. C'est chaud, c'est froid, ok, mais mesurer précisément une température, en fait, c'est pas du tout évident de le définir proprement. Et l'utilisation d'un gaz, que l'on va assimiler à un gaz parfait, c'est vraiment astucieux, et ça permet de mesurer précisément une température, de bien le quantifier. Donc là, c'est ce qu'on vous propose et dans cette partie. Le dispositif est très schématisé juste là. Vous avez dans le compartiment de droite un gaz que l'on assimile à un gaz parfait dont la température est contrôlée. Ça veut dire que vous vous débrouillez pour que la température soit constante. Donc ça, une solution par exemple, ils n'en parlent pas du tout dans le sujet, ce serait de tremper cette partie-là dans un bain d'eau et de glace. Comme ça on sait que c'est 0 degré Celsius, quoi qu'il arrive. Et ensuite, on va mesurer la température de ce qu'on veut mesurer. Alors, donc commençons à répondre aux questions. Alors, on commence à la question 24 parce que en fait, c'est un extrait de concours, donc j'ai repris la numérotation du sujet. Donc, question 24, on vous demande de faire le lien. Je remonte le sujet. Il faut relier la variation de pression à la variation de température. Donc je vais simplement écrire la loi des gaz parfaits dans le compartiment de gauche et dans le compartiment de droite. Donc on écrit la loi des gaz parfaits. Donc dorénavant, gaz parfait, je le note comme ça. Dans le compartiment de gauche et de droite. Une fois qu'on a fait ça, bon ça... il y a une petite mise en forme, mais sinon ça répond à la question. Et de droite. Donc à droite, on a... En fait, ça va être plus simple. Je vais copier-coller le schéma. Voilà, ça va être plus simple. Donc dans le compartiment de droite, on a P2 fois V qui est égal à N NR T0. Si je regarde juste au niveau des notations que je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien ça. Donc P2 la pression dans le compartiment de droite, T0 égale NRT grand N RT0. Donc ça c'est la loi des gaz parfaits pour le compartiment de droite. Évidemment j'ai la même chose à gauche, donc c'est P1 fois V, ça fait grand N RT. Et on vous demande de relier la variation de pression, donc delta P. Alors delta P ça vaut quoi? Ça vaut P1 moins P2. Donc ça vaut NRT sur V moins NRT 0 sur V. Donc ça fait NR sur V T moins T0. Donc finalement ça répond en principe à la question. Ça fait NR sur V. Et delta T c'est égal à T moins T0. Donc T moins T0, donc c'est delta T. Donc ça répond à la question. Donc c'est bon, là c'était particulièrement simple, mais l'idée est très astucieuse. C'est simple à écrire, mais c'est vraiment astucieux. Alors question, donc vous avez du texte à lire. Donc là je vous laisse, faites pause et vous lisez. Ça très important le jour d'une épreuve, c'est pas du temps de perdu.
En général, dans un sujet de concours, il n'y a pas de texte inutile. Et donc, toutes les informations que vous avez, qui sont données là dans ce texte-là, il faut le lire. Il faut prendre le temps. Hein, prenez 5 minutes pour lire le document, pour pas qu'au cours de la résolution, il vous manque une information. Si vous ratez une information importante, et que vous commencez une résolution, et que vous perdez énormément de temps, parce que en fait vous avez raté une info importante, c'est vraiment dommage. Donc je commence à... Donc à ce schéma-là, petite explication, la membrane qui est... voilà. Le manomètre différentiel, en fait, c'est une membrane. Si on zoome, ça ressemble à ça. Donc quand il y a une différence de pression, la membrane, elle se courbe dans un sens ou dans l'autre. Donc là, visiblement, P1 est plus grand que P2. Et on va déposer sur la membrane des jauges extensiométriques, c'est-à-dire qu'elles ont la particularité de changer de résistance électrique lorsqu'on tire dessus ou lorsque, au contraire, on les comprime un petit peu. Ça va permettre de faire un traitement électrique de l'information. Donc c'est dans la suite du sujet, on fera ça. On considère, pour simplifier, une jauge extensiométrique qui ressemble à ça. Hein. Donc c'est un parallélépipède rectangle. Et là, on vous dit que la résistance de ce bloc-là, hein, sur lequel on tire dessus avec la force F, hein, on voit la force F qui est représentée, c'est ρ, la résistivité, fois la longueur de cet échantillon divisé par sa section. Et on vous demande de montrer que D2S sur S, la variation de section, c'est la variation relative de la largeur plus la variation relative de la hauteur. Voilà, donc vous avez une indication qui est donnée. Et je vais proposer deux façons de trouver le résultat. Une qui est... Bon, on applique l'indication qui est donnée, donc je vais commencer par là, et puis je vais vous donner une autre méthode qui est plus astucieuse. Donc soit la section, c'est une fonction de A et de B, et c'est A fois B. D2S, d'après l'énoncé, on vous dit que c'est je dérive partiellement par rapport à A, fois D2A, plus je dérive partiellement par rapport à B, D2B. Alors au niveau des notations, petite remarque, on notera les éléments différentiels, donc c'est les petites variations, les petites variations. Avec un delta x ou d de x. Hein, donc c'est une petite remarque. Donc là j'ai utilisé la notation des droits, sachant que ça pourrait être aussi, je pourrais aussi noter delta de la grandeur. Et la dérivée partielle, ça va donner quoi? Ici, d2s dérivé partiellement par rapport à A, ça fait B fois d2a. Et quand je dérive partiellement S par rapport à B, ça fait A. Je divise par la section. Donc on fait fois 1 sur S qui est égal à 1 sur A fois B. Donc ça me donne le résultat suivant. Ça fait D2S sur S égale B D2A sur A fois B plus A fois D2B sur A fois B. Il y a une simplification immédiate. Et on a le résultat qui est demandé. D2S sur S égale D2A sur petit a plus D2B sur petit b. Donc là j'ai répondu à la question. Je vais vous proposer une autre méthode qui est un petit peu, que je trouve plus astucieuse et qui marche très bien lorsque vous avez des produits comme ça. Bon là il faut reconnaître que c'est particulièrement simple, hein. Quand on a juste S égale A fois B, c'est simple. Donc autre méthode,
Évidemment, si vous avez répondu correctement à la question avec une méthode, vous vous amusez pas le jour du concours à répondre avec une autre méthode, ça sert strictement à rien. S égale A fois B. Donc logarithme de S, c'est logarithme de A fois B, et avec les bonnes propriétés des logs, c'est logarithme de A plus logarithme de B. Et ce que je vais différencier, c'est logarithme. Et vous savez que la d de logarithme de quelque chose, c'est d de cette chose, moi je vais mettre x, c'est d de dx sur x. Je peux l'écrire comme ça aussi. Vous serez peut-être plus convaincu. Si je dérive logarithme de x par rapport à x, ça fait 1 sur x. Donc voilà, c'est... Donc on a ce résultat, je l'applique, ça fait d de s sur s égale la différentielle de logarithme de a, c'est d de a sur a, plus d de b sur b. Dans ce cas-là, ça vaut pas vraiment le coup parce que c'est suffisamment simple pour utiliser l'indication d'énoncé. Donc l'indication d'énoncé, elle est là, hein, d'après l'énoncé. On vous donnait cette information dans l'énoncé. La deuxième méthode, je trouve qu'elle est vraiment intéressante lorsqu'on commence à avoir des exposants. Par exemple, si ici il y avait un carré et ici un cube, avec le log, toujours avec les bonnes propriétés des logs, le carré se serait retrouvé en coefficient devant le log, et du coup on aurait eu le carré qui est ici, et se serait retrouvé ici, et le 3 qui en exposant de b se serait retrouvé là. Donc là, c'est particulièrement, la deuxième méthode est particulièrement intéressante lorsque ça se complique un petit peu. Donc j'ai répondu à la question, et on vous demande à la question 26 de faire la même chose. Alors si vous avez bien réussi la question 25, en fait la question 26 c'est la même chose, en à peine un tout petit peu plus difficile, parce que au lieu d'avoir deux termes, a fois b, en fait vous en avez trois, pardon. Donc ici on a R égale O L sur S. Donc je vais faire la méthode basique, pas astucieuse, après tout, parce qu'on n'y pense pas forcément en log, hein. C'est pas du tout évident de penser à ça. Donc j'écris bêtement sur D2 S, D2S. Alors S, il faudrait quand même que je fixe mes notations. La section, ouais, je vais la noter avec un grand S. Donc petite remarque, la section AB, S égale AB, est également noté grand S. Peut également être noté et noter également grand S. Parce que je trouve que mes S, je les fais pas très bien, ils ne ressemblent pas à des S, donc du coup, je préfère les écrire comme des S majuscules. Et donc, je finis, c'est D2R sur D2ρ fois D2ρ. Hein, donc j'ai une fonction, là, cette fois-ci, qui dépend de trois variables. Et donc la variation, il y a trois termes. Et je vais calculer chacun de ces termes. Donc D2R sur D2L, ça fait ρ sur S fois D2L. En effet, lorsque je dérive ρL sur S en faisant comme si ρ et S étaient des constantes, et je dérive partiellement par rapport à L, donc la variable c'est L, bon, en fait ça donne ρ fois L, ρ sur S, la dérivée. Si je dérive par rapport à S cette fois-ci en gardant ρ et L constant, donc là cette fois-ci ça fait moins 1 sur S carré fois ρ L D2S. Puis maintenant je dérive par rapport à ρ, donc ça fait L sur S D2ρ. Je
divise par 1 sur R, qui est aussi égal à S sur rho L. Donc ça me donne D de R sur R égale rho S sur S rho L D de L. Donc là vous voyez des simplifications immédiates. Ensuite je continue avec un signe moins, donc ça fait rho L sur S carré. Et au niveau des termes, ici on a S rho L fois D de S. Et enfin le dernier terme, L sur S, S rho L, je me rends compte que le L ici c'est un L minuscule. Bon, faut faire un petit peu attention aux notations. Donc là je vois que j'ai des simplifications un peu dans tous les sens. Le rho se simplifie, il y a un S et le S carré qui s'en va, le L s'en va et le S s'en va. Donc finalement ça s'arrange bien parce que on a D de R pardon, sur R qui est égal à D de L sur L moins D de S sur S plus D de rho sur rho. Il me semble que c'est ce qu'il fallait montrer. Alors je vous laisse faire, si vous voulez, la deuxième méthode avec le log. C'est quasiment immédiat, hein, puisque le log d'un produit d'équation avec les bonnes propriétés des logs, ça fait des sommes et des différences. Je différencie et je trouve exactement ce résultat plus rapidement. Donc j'ai répondu à la question 26. On vous donne une indication, c'est que quand on a un matériau, il y a un module de poisson, un coefficient de poisson, qui vous dit que quand vous tirez dessus, un peu comme le chewing-gum sur lequel on tire dessus, ça fait varier la hauteur et la largeur de l'échantillon que vous étirez. Et c'est relié à l'allongement par un coefficient de poisson qui s'appelle nu. Et on va simplement utiliser ce résultat-là pour réécrire D de R sur R. Donc cette fois-ci, on revient. On va utiliser le résultat qu'on vient de trouver. Donc à la question 27, c'est bien ça, hein, question 27. Donc on rappelle les résultats obtenus précédemment. Donc D de S sur S, ça fait D de A sur A plus D de B sur B. Ça c'est la question 25 qui vous a donné ce résultat. On a D de R sur R, ça vaut D de L sur L plus D de rho sur rho moins D de S sur S. Donc ça c'est la question 26. Et l'énoncé, donc d'après l'énoncé, vous avez D de A sur A qui est égal à D de B sur B, et c'est moins le coefficient de poisson nu D de L sur L. Et donc si vous regardez ça, et que vous lisez la question, hein, en utilisant les résultats des questions 25 et 26, et la relation 7 qui est juste au-dessus, et on vous demande d'exprimer la variation relative de la résistance en fonction de L, de la variation relative de L et de rho uniquement. Donc ça donne ceci. Donc D de R sur R, ça fait D de L sur L, plus D de rho sur rho, moins D de A sur A, enfin je remplace D de S par son expression en fonction de la variation relative de A et de B. Et d'après l'énoncé, donc je peux remplacer donc,
c'est D de ρ sur ρ. Je commence à rassembler les termes en D de L sur L. Moins, donc ça fait plus nu D de L sur L. Et je l'ai deux fois, ce terme. Bon, c'est à peu près... là, j'utilise, d'après la relation 7, voilà, et j'ai mon résultat. Alors je vais peut-être finir la réécriture, parce que je peux rassembler les termes en D de L sur R, donc c'est D de ρ sur ρ plus 1 plus 2 nu D de L sur L. Et j'encadre le résultat. Donc je peux passer à la question... alors on admet le résultat qui est la relation étoile-étoile-étoile. J'aurais pu, enfin on peut demander au candidat de refaire la démonstration, mais franchement c'est refaire ce qui a déjà été fait avant. Hein, le volume c'est quoi? C'est A fois B fois L. J'écris la variation relative, etc. Enfin, c'est quasiment évident. Si vous avez su faire les questions juste avant, vous saurez faire celle-là. Et inversement, si vous n'avez pas su faire les questions d'avant, bah, vous ne saurez pas non plus faire celle-là. Donc ça sert. Donc on vous donne le résultat, c'est quand même plus simple. Et on peut comme ça passer à la question 28. Montrer que D de R peut s'écrire sur la forme ci-dessous, où D est une constante appelée en fait c'est pas D, c'est C. Facteur de jauge, j'ai déjà défini au début du sujet. Donc là il y a une petite coquille là, c'est pas D, c'est C. Donc je reprends la relation et vous avez c'est marqué ici, c'est la relation de Bridgman qu'il faut maintenant utiliser. Et on utilise la relation étoile-étoile-étoile. Alors, question 28. Donc, question 28. On a, d'après l'énoncé, D de ρ sur ρ, c'est C', la variation de volume. Je vérifie que c'est bon, ouais, c'est ça. Et on a aussi la variation de volume, c'est 1 moins 2 fois le coefficient de Poisson, D de L sur N. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. On a le résultat de la question d'après, donc D de R sur R, c'est égal à D de ρ sur ρ, ça fait C', et D de V sur V, c'est 1 moins 2 nu D de L sur L, plus 1 plus 2 nu D de L sur L. Donc on rassemble les différents termes. On vous demande de le mettre sous quelle forme. Voilà. On va tout mettre dans une constante. Donc c'est C', 1 moins 2 nu, plus 1 plus 2 fois le coefficient de Poisson, D de L sur L. On a le résultat. Et la constante, comment il l'appelle, le facteur de jauge, en fait c'est ce terme-là. Le facteur de jauge, il est là. Donc ça, évidemment, ce paramètre, il est très important, puisqu'il va vous donner directement la variation relative de résistance en fonction de la variation relative de l'allongement. Je me rends compte que mes L, c'est comme ressemble trop à ρ. Voilà. Donc ça répond
à la question 28. On peut passer à la question 29. On vous demande de faire une application numérique. On vous donne le coefficient de Poisson ainsi que C'. Ça c'est facile. Question 29. Petite application numérique. Donc c'est du cuivre. Donc ça fait C', ça valait quoi encore C'? Donc c'est 1 fois 1 moins 2 fois 0,3 plus 1 plus 2 fois 0,3. Donc sauf erreur, ça fait 2 pour l'application numérique. Bon, alors on va voir dans un instant que c'est pas extraordinaire. Parce que si on prend des semi-conducteurs, on arrive à des valeurs qui sont beaucoup plus importantes et c'est beaucoup plus intéressant. Hein, puisque du coup, on a une variation relative de résistance plus grande, plus facile à mesurer. C'est ce qu'on vous explique dans la suite. On admet que dans le cas d'un semi-conducteur delta ρ, il y a la contrainte. Là, les formules sont données. Il faut savoir que il n'y a absolument aucune difficulté. Hein, comme les formules sont données, il y a très peu de calculs pour arriver. En fait, on vous donne le résultat en fait. Alors dans le sujet original, il fallait redémontrer cette relation. Donc dans le sujet là, on vous donne le résultat. Hein, certainement pour vous faire gagner un petit peu de temps. Donc à la question 30, on vous demande une nouvelle application numérique. Pour un semi-conducteur. Le facteur de jauge, c'est pi fois le module Young, sauf erreur, plus 1 plus 2 nu. Donc ça donne quoi? Alors on va récupérer les valeurs. Pi ça vaut 10 moins 9 Pascal moins 1. Le module Young c'est 10 puissance 10 et nu égale 0,4. Donc ça fait 10 puissance moins 9 fois 10 puissance 10 plus 1 plus 2 fois 0,4. Et si on fait le calcul, ça fait 10 plus 1, ça fait 11, ça fait 11,8. Donc si on compare la valeur pour le cuivre et la valeur pour le semi-conducteur, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus intéressant le semi-conducteur, puisque on a quasiment une variation relative de résistance 6 fois plus grande, donc c'est 6 fois plus facile à mesurer, ou c'est 6 fois plus précis, enfin vous le dites comme vous voulez, mais c'est clairement mieux. Donc le commentaire, je viens de le faire, hein, donc le facteur de jauge est beaucoup plus intéressant pour un semi-conducteur. De jauge est beaucoup plus intéressant dans ce cas. Donc un facteur 6, c'est quasiment un facteur 10 c'est quasiment un facteur 10. Hein. Ça veut dire que si vous prenez une jauge en semi-conducteur, vous gagnez un chiffre significatif dans la mesure. Donc c'est vraiment c'est important. Hein. C'est comme mesurer au centimètre ou au millimètre. Si on compare à la mesure de longueur avec un semi-conducteur. On gagne presque un facteur 10. Un facteur 10. Un facteur 10 en précision. Voilà, pas la peine de commenter plus que ça. Du coup, l'idée maintenant, c'est que je vais utiliser un point Whetstone pour faire la mesure. C'est-à-dire que
les deux jauges que je place, alors je vous remonte le dispositif. Voilà. Ça c'est la membrane, et donc J1 et J2 c'est des résistances électriques, et qui, quand l'une est comprimée, l'autre est étirée, et inversement. Et je vais placer ces résistances électriques dans un pont de Whetstone. Donc ça va donner un montage comme ça. Donc pour l'instant on ne vous dit pas sont placés les jauges J1, la différence, vous avez l'image de la différence de pression. Voilà. Alors je crois qu'on ne vous dit pas tout de suite où est J1, la résistance correspondant à J1 et à J2. On va travailler avec ce schéma-là. Et on vous demande d'exprimer U en fonction de la tension grand E et des résistances. Ah bah c'est indiqué ici. RB est la résistance de la jauge J1. Donc, et RA c'est la résistance de la jauge J2. Alors on va pouvoir continuer faire la résolution. Enfin continuer la résolution. Donc on a la question 31. Alors, et on vous dit que J1 et RA c'est J2. Donc là c'est la jauge J1 et RA c'est la jauge J2. Je vais peut-être pas l'écrire comme ça. Et ici la jauge J2. Alors il y a différentes façons de procéder. Alors, ce que je vais faire, c'est proposer deux méthodes, sachant qu'évidemment, à un candidat, on n'en demande qu'une seule. Donc la première méthode, je vais utiliser le pont diviseur de tension. Donc on utilise le pont diviseur de tension. Donc ça, là, vous allez voir que c'est assez efficace. J'appelle U1 cette tension. J'appelle U2 cette tension. Vous avez U1 qui est égal à RD sur RD plus RC fois E. Donc avant d'appliquer le pont diviseur de tension, il faut vraiment vous assurer que les résistances RC et RD sont en série. C'est-à-dire que je ne prélève pas de courant entre les deux résistances. C'est le cas. Ici, il n'y a pas de l'intensité ici, elle est nulle. Et on a bien sûr U2 qui vaut la même chose, enfin on applique le même résultat. Donc c'est RA sur RA plus RB. Donc on applique une loi des mailles et on a le résultat. Donc la maille que je vais appliquer, elle est ici. Donc vous avez U1 plus U moins U2 qui vaut 0. Et j'en déduis que grand U égale U2 moins U1, donc je remplace E RA sur RA plus RB moins RD sur RC plus RD. Et j'encadre le résultat. Donc ça c'est une première méthode qui est, vous remarquez, très efficace, hein, qui utilise un résultat du cours, c'est le pont diviseur de tension. Je vais vous proposer une autre méthode, ça dépend, qui va donner le même résultat. On va utiliser le théorème, enfin la loi des nœuds en termes de potentiel. Donc là je vais utiliser la deuxième méthode. C'est la loi des nœuds en termes de potentiel. En termes de potentiel. Je vais placer la masse quelque part, enfin je vais la placer à un endroit où ça m'arrange. Je ne peux le faire qu'une fois, donc je décide de mettre la masse ici. Donc ce point
Donc j'ai mis le point M, ce point je l'appelle A, ce point je l'appelle B, et ce point je l'appelle C. Voilà, je ne suis pas très original. En A, ça va donner quoi? Donc je me place au point A. Il n'y a pas de branche qui relie A à B, hein. C'est pas connecté. Donc il n'y a que deux branches à explorer, donc c'est VA moins V2C sur RC, plus je reviens au nœud central V2A moins V2M sur RD, ça vaut 0. Et si j'applique le même outil, enfin le même théorème en B, ça va donner V2B moins V2C sur RB, plus V2B moins V2M sur RA. Et ça fait aussi 0. On a V2M qui est égal à 0 puisque c'est la masse. V2C, ça vaut E. Donc, par définition, la tension E. La tension E, c'est V2C moins V2M. Hein, c'est dans le cours. Hein, une tension, c'est une différence de potentiel. Du coup, ça va se simplifier, hein, puisque V2M, là, ça fait 0. V2C, ça vaut E. Et donc, je peux en déduire V2A et V2B. Et par différence, on aura eu V2A et V2B. Donc V2A, ça vaut quoi? Ça vaut E sur RC. On va peut-être détailler un peu les calculs. Ça fait 1 sur RC plus 1 sur RD égale E sur RC. V2B, c'est 1 sur RB plus 1 sur RA, ça vaut E sur RB. Je vais multiplier l'ensemble de l'équation ici par RC et RD. Et cette équation-là, je vais la multiplier par RA fois RB. Ça me donne donc, bon, je pourrais aller un petit peu plus vite dans les calculs, donc ça fait RD plus RC. Hein, effectivement, quand je multiplie par RC fois RD, le terme qui est là, il va rester RD. Si je multiplie fois RC RD, ce terme-là, il va rester RC. C'est égal à E fois RD. Et VB, ça vaut la même chose, hein, donc RA plus RB est égal à E fois RA. Et si on regarde, la tension U, par définition, c'est V2B moins V2A. Hein, c'est le potentiel en B moins le potentiel. Or, U, c'est V2B moins V2A. Et c'est égal, bon, V2B, donc c'est RA sur RA plus RB moins RD sur RC plus RD. Et on pourrait, il faut que je compare par rapport au résultat que j'ai obtenu juste avant pour vérifier que c'est ça, mais il me semble que c'est ça. RA sur... Ouais, non, c'est ça. Bon, je vais pouvoir passer à la suite. Alors évidemment, vous faites une méthode ou l'autre. Hein, le jour d'une épreuve, hein, vous vous amusez pas à faire 50 fois, à redémontrer 50 fois le même résultat. Maintenant, on s'intéresse donc la membrane se déforme et on vous dit que la variation de pression va induire un rayon de courbure sur la membrane. Donc ce que vous remarquez, c'est que plus j'augmente la pression et plus le rayon de courbure diminue. Donc ça c'est logique. Hein, si j'augmente la pression, la membrane elle va être d'autant plus déformée, donc avoir un rayon de courbure qui est petit. Inversement, s'il n'y a aucune différence de pression, la membrane elle est plate, hein, un truc plat, c'est un rayon de courbure infini.
Donc si delta P vaut 0, le rayon de courbure, ben, c'est plus l'infini. Donc c'est tout à fait raisonnable comme relation. Et donc on va maintenant utiliser cette relation numéro 9. Donc là il y a un peu de texte à lire. Alors on vous donne la forme de la membrane. Donc pour y arriver, il y a tout un raisonnement en fait. Pour y arriver, donc ça c'était demandé dans l'épreuve initiale. Là je l'ai pas, enfin c'est pas demandé dans ce sujet. Voilà, pour se concentrer en fait sur la partie électrique. Ce résultat il n'est pas si difficile que ça à montrer, mais il y a un peu de travail malgré tout. Donc vous avez la forme de la membrane qui dépend de la variation de pression. Alors ce qu'on peut faire, c'est tracer la courbe pour avoir un petit peu une idée de ce à quoi elle ressemble. Donc on a la question 32. Donc la forme de la membrane est donnée par cette équation. Alors, je vais faire un petit graphique, mais c'était pas demandé de toute façon. Donc c'est vraiment pour que vous ayez donc ça donne ceci. On va se donner des axes. Donc là c'est Y, là c'est X. Je vais mettre moins A ici, plus A ici. Donc je sais que la membrane, elle est fixée en moins A et plus A, donc elle part de là. Effectivement, si je prends X égale plus ou moins A, ça fait bien 0. Je prends un delta P positif, et donc normalement, je vais avoir A carré moins X carré, ça va ressembler à ça. C'est assez plat au milieu, et une parabole, ça va plutôt ressembler à ça. Donc il faut que j'additionne ces deux formes-là. Donc je vais avoir une membrane qui ressemble à ça. Voilà. À peu près. Et c'est fixé ici et là. Bon, c'était pas demandé. De toute façon, je suis en train de refaire un schéma qui est déjà dans le sujet en passage. Donc c'est vraiment pas très important de le faire. On vous dit que le rayon de courbure, c'est la dérivée seconde de y évaluée en 0. Donc on va simplement, on va utiliser l'indication de l'énoncé. Donc d'après l'énoncé, « 1 sur R », c'est la dérivée seconde de y par rapport à x évaluée en 0. Donc on va dériver deux fois y, donc ça se dérive bien, hein, c'est un polynôme. Donc le terme qui est devant, c'est une constante multiplicative, donc en fait je m'en occupe pas, je vais simplement la recopier. Et je vais dériver une première fois, donc tous les termes constants disparaissent, donc le a puissance 4 sur 12 s'en va, donc ça fait moins 4x au cube sur 12. Et ici, vous aurez moins a carré fois 2x sur 2. Donc je simplifie l'expression, donc delta P fois A sur le module Young et un coefficient I. Donc j'ai ici une dérivée, alors je vérifie que c'est bon. Si x est négatif, j'ai bien une dérivée négative. Si x est positif, j'ai une dérivée positive. Donc tout va bien. 4/12, il me reste 1 tiers. Donc ça fait moins x cube sur 3.
Et ici, j'ai moins a carré fois x. Je dérive une seconde fois. Toujours le terme multiplicatif que je recopie. Je dérive ici, donc ça fait moins 3x carré sur 3 moins a carré. Et j'en déduis. Donc 1 sur r, c'est, je rappelle, hein, que c'est la dérivée seconde évaluant 0. Et donc ça fait delta p a au cube du coup sur EI. Donc là j'ai un rayon de courbure qui est négatif. Ça c'est étonnant que j'ai ce résultat. Oui, donc c'est effectivement j'ai oublié un signe moins qui est ici. Je rédige un petit peu. On calcule alors la dérivée seconde. Et j'en déduis, donc il y a un signe moins ici, et donc il y a un signe plus ici. Et j'en déduis alors le rayon de courbure. Et vous aviez une relation, la relation 9, donc je reviens à l'énoncé, je n'arrête pas de faire des allers-retours. Vous aviez une relation entre K et delta P. Donc en fait, je viens de la démontrer. Donc le rayon de courbure, c'est EI sur A au cube fois 1 sur delta P. Donc ça veut dire que la constante K, c'est E fois I sur A au cube. On encadre le résultat. Et puis il y a un sous-résultat en fait qui est l'expression de K. Sauf erreur, là je réponds à la question en déduire l'expression de K, donc très bien, je viens de le faire. On vous demande de justifier que l'allongement relatif des jauges a pour expression où E est l'épaisseur de la membrane. Donc je vais simplement, je vais reprendre le sujet. C'est pas très difficile à montrer à partir de cette figure. Donc la question 33, donc je vais m'appuyer sur le schéma qui est juste là. Donc en fait la longueur de la jauge J1, d'après le schéma, J1, donc je l'appelle L1, c'est par définition d'un angle, je l'appelle cet angle, je vais lui donner un nom, je l'appelle eta, comme ça je suis sûr, je pense pas que cette, bon je l'appelle alpha, je crois pas que alpha est utilisé. L1 c'est par définition c'est petit r moins E sur 2 fois alpha, par définition d'un angle. Par définition de l'angle alpha. C'est comme ça qu'on définit un angle. C'est le rapport entre le rayon du cercle et la longueur de l'arc de cercle. Voilà, donc j'ai ceci. Alors pourquoi R moins E sur 2? Parce que la membrane a une épaisseur petit e, et donc le point B qui est ici, on a exactement petit r entre A et B. J'enlève E sur 2 et je suis au niveau de la jauge J1. De même,
la longueur de la jauge J2 par définition d'un angle, c'est L2 égale petit r plus E sur 2 fois alpha. Et on vous demande de montrer que delta L sur L, voilà, donc ce qu'on va également écrire, c'est par rapport à la longueur de la jauge lorsqu'elle est pas du tout étirée, hein, on va pouvoir en déduire le delta L. Alors, comment on peut rédiger ça de la manière suivante? On retrouve la longueur à vide, plutôt la longueur, comment on pourrait, la longueur à vide, ouais. Non, à vide, c'est, j'arrive pas à trouver le terme. La longueur au repos. On retrouve la longueur au repos de chaque jauge. Au centre de la membrane. C'est-à-dire que L1 0, c'est égal à L2 0, et c'est petit r fois alpha. Donc c'est la distance qui est, ce serait ici. On le voit bien, ce serait ici. Et donc je peux en déduire delta L1 sur L, 1, 0, delta L2 sur L2, 0. Donc j'en déduis, on finit le calcul. Donc delta L1 sur L1, 0, ça va être égal à quoi? C'est L1 moins L1, 0 sur L1, 0. Je remplace. Donc ça fait R moins E sur 2 alpha moins R alpha sur R alpha. Et ça s'arrange bien, il me reste moins E sur 2R. Sauf erreur, donc c'est ce qu'il fallait, voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Moins E sur 2R, donc on va le recopier ici. Donc D de L1 sur L1. C'est égal à moins E sur 2R. Et on fait la même chose avec l'autre jauge. Donc D de L2 sur L2, bah je vais accélérer un petit peu, hein. R, ouais, allez, je l'écris complètement. Là, je pourrais honnêtement aller un petit peu plus vite, puisque les calculs sont quand même semblables. Donc ça fait plus E sur 2R. Donc j'ai finalement la relation donc D de L2 sur L2 qui est égal à plus E, oui c'est ça, sur 2R. On encadre le résultat et normalement ça répond à la question. Donc on peut passer à la question 34. Je viens de répondre à la question 33, c'est ça. Donc passons à la question 34. Donc à la question 34, on vous demande, voilà, donc c'est la dernière question. Les jauges J1 et J2 ont pour résistance au repos R0. Vous avez la déformation. En déduire finalement l'expression de la tension delta U en fonction de delta T. Donc on rappelle que RB c'est J1 c'est RB et la jauge J2 ça correspond à RA. Donc je vais rappeler quelques résultats. Donc
rappel. Ce qu'on avait obtenu, c'est que U c'est grand E, sauf erreur. Donc c'est RA sur RA plus RB moins RD sur RC plus RD. Donc ça c'est un premier résultat qu'on a obtenu. Enfin on a D2R sur R qui vaut une constante fois D2L sur L. Donc ça va marcher pour la jauge 1 et pour la jauge 2. Et enfin, on avait comme autre résultat, c'est que le rayon de courbure, c'est égal à K sur delta P. Donc on avait l'expression de K, l'expression de C, tout ça a été obtenu précédemment. Donc on va quand même regarder dans l'énoncé. Voilà, donc je vais utiliser, c'est pas précisé dans l'énoncé, on ne vous dit pas explicitement en fonction de quoi, quels sont les paramètres qu'il faut obtenir. Donc pour moi, les bons paramètres, c'est la constante de jauge et la constante K. Donc normalement, je dois avoir ce qu'il faut pour répondre à la question. Et je crois que j'ai oublié encore un résultat. Oui, il faut une relation entre delta P et delta T. Donc il y a une autre relation, c'est que delta P c'est NR sur V delta T. Voilà, on a besoin finalement de tous les résultats qu'on a obtenus quasiment depuis le début. Et ce qu'on veut, c'est delta U. C'est bien ça. En fonction de delta T. Alors, ce que je veux, c'est quand ça varie, quand j'ai une variation de température, ce que je veux mesurer, j'aurai une tension, une variation image, et c'est comme ça que je vais mesurer delta T. Alors, ici, RC et RD sont des constantes. Donc je vais pouvoir, je remplace. U c'est égal à E. RA c'était la constante. Donc je remplace. RA c'est pour la jauge J2. Donc comment est-ce que je pourrais faire ça intelligemment? Ouais, je vais le faire comme ça. RA c'est R0 plus D2R sur R0 plus D2RA plus R0 plus D2RB. On vous dit que la jauge au repos, sa résistance c'est R0. Ici on a RD sur RC plus RD. Alors le deuxième terme il m'embête pas trop parce que comme il reste constant, donc sa variation est du coup est nulle. Et D2R ça vaut quoi? D2R ça vaut R fois C fois D2L sur L. Mais D2L, je me rends compte que j'ai encore oublié une relation, c'est D2L sur L, c'est plus ou moins E sur 2R. Donc j'ai finalement U c'est égal à E, alors R0 plus C R0 D2L sur L sur R0. Donc la jauge A c'était pour le 2. Bon, c'est pas, je trouve que c'est pas spécialement difficile. Faut juste, faudra que j'utilise toutes les relations que j'ai obtenues.
Donc je recopie le dernier terme. Et il se trouve que donc là, parmi les relations que j'ai déjà utilisées, j'ai utilisé celle-là, celle-là. Je n'ai pas encore utilisé celle-là. Je n'ai pas utilisé celle-là non plus. Donc ce serait peut-être bien de faire d'utiliser les deux en même temps, puisque 1 sur R, ça vaut delta P sur K. Donc ça va donner... Bon, je me rends compte que c'est... on peut faire le calcul comme je le fais en ce moment. Mais c'est... en fait, c'est un petit peu... c'est pas forcément bien de faire comme ça. Parce que je suis en train de manipuler des expressions assez lourdes. Donc c'est pas une erreur, mais je vais changer de stratégie. Voilà, je vais m'y prendre autrement. Donc ça, mes ingrédients, eux, ils n'ont pas changé. Hein, c'est des équations qui sont là. Et je vais, avant de remplacer dans U, je vais travailler l'expression de RA et de RB. Donc je vais plutôt procéder comme ça. Donc on peut écrire l'expression de RA. Donc RA, je vous rappelle que c'est la jauge J2. L'expression de RA, donc ça va donner quoi? C'est RA égale R0 plus D de R. Mais c'est égal à R0 plus D de R sur R0, c'est C, donc ça fait C R0 D de L 2 sur L2. Donc là j'ai utilisé cette relation et je continue. Et mes D de L2 sur L2 c'est égal à, c'est encore au-dessus, c'est plus E sur 2R. Donc c'est égal à R0 facteur de 1 plus C E sur 2R. Mais 1 sur R, ça vaut delta P. Donc ça, j'ai utilisé ça. Mais 1 sur R, c'est delta P sur K. Donc ça fait R0 facteur de 1 plus C E sur 2. 2K fois delta P. Mais delta P, ça vaut quoi? Ça vaut NR sur V. Donc j'arrive enfin à l'expression de RA. C'est R0, 1 plus C fois E sur 2K fois NR sur V. Bon, tout ça c'est des constantes, hein, delta T. Et de même, alors je vais donner les résultats, hein. RB, c'est pour la jauge 1. Ça va être exactement la même chose, sauf qu'il y aura un signe moins. Donc R0, 1 moins C fois E, NR sur 2KV delta T. Voilà, donc je vais enfin remplacer l'expression de RA et RB dans U. Voilà, donc j'ai rappelé l'expression de RA et RB. On réinjecte dans l'expression de U. Et ça va bien s'arranger. Donc U, ça vaut grand E RA, donc ça fait R0, 1 plus C, E, N, R sur 2K, V, delta T, sur la somme RA plus RB, mais si vous regardez bien, après tout, on le voit bien, c'est quand je fais la somme de RA plus RB, en fait, le deuxième terme, il se simplifie, parce qu'il y a un plus et un moins, donc finalement, ça fait 2R0. Moins RT sur RC plus RD.
Donc finalement, le delta U, hein, c'est-à-dire que c'est U lorsque delta T vaut 0, hein, lorsqu'il n'y a pas de variation de température, moins le U pour delta T égale à, pour delta T moins le U pour delta T qui est égal à 0. Hein, c'est le U de référence. Hein. Et bien dans ce cas, ça vaut R0. Le R0 il simplifie, donc ça fait 1 demi. C'est pas ce que je voulais faire. Donc ça fait E sur 2 en fait, puisqu'il ne faut pas oublier le facteur E. 1 plus C E N R sur 2 kV delta T. Et je suis en train de me dire que si je regarde juste le terme qui dépend de delta T, en fait ça fait C E. Donc ça fait E sur 4. Donc ça fait beaucoup de termes. Hein. 4 K V delta T. Donc finalement le seul terme qui est important dans la variation, c'est celui-là. C'est le seul terme qui reste en fait. Tous les autres sont des termes constants, donc quand on a delta U, donc là je ne détaille pas vraiment le calcul, vous comprenez bien que tous les termes qui sont des constantes, ils vont se simplifier et il va rester que celui qui dépend de delta T. Donc je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, donc ça fait grand CENR sur 2 kV, le R0 se simplifie. Ici, donc je ne crois pas avoir fait d'erreur, donc j'encadre, on peut encadrer le résultat. Et normalement, je réponds, ça répond à la question, est-ce qu'on vous demande l'expression de la variation de tension delta V en fonction de delta T? Voilà. Donc j'ai réussi à, j'ai un dispositif, quand j'ai une variation de température, ça va induire une variation de tension, et il suffit de calibrer votre dispositif et vous avez un thermomètre. Et l'avantage de ce thermomètre, c'est qu'il est vraiment basé sur un principe physique, sur la loi des gaz parfaits. Donc ce qui fait que ça le rend particulièrement... vous voyez, quand on base un instrument de mesure sur une loi physique, a priori, c'est quand même... surtout la loi des gaz parfaits, c'est quand même pas mal. Voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions de cette partie, puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.